Au moment où nous allons examiner cette nouvelle loi pour l'agriculture, la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, il est bon de l'éclairer à la lumière du passé, de ce que furent les lois d'orientation, notamment des années 60. Elles ont marqué une étape décisive dans le processus de modernisation de l'agriculture française. Que retenir de ces deux lois? D'abord, des mesures structurelles importantes sur l'aménagement du foncier, la création de la FNSAFER, du contrôle des structures, la mise en place politique volontariste de départ à la retraite et de modernisation de l'agriculture pour accroître la productivité agricole. Ensuite, la réussite rapide des objectifs assignés de ces deux lois a tenu à trois principales raisons. Un contexte économique favorable de l'industrialisation qui permettait d'accueillir ceux qui quittaient un à un le pays. Une adhésion sans réserve à l'idée que le progrès technique permettrait l'accession à une rémunération et une protection sociale équivalentes aux autres secteurs d'activité. Une cohérence entre la profession de l'époque et les politiques. Pour ma part, en tant qu'agricultrice, j'ai vécu ces formations structurelles. Je me suis installée en 1976 sur une ferme de 43 hectares, en polyculture élevage, 8 hectares de vignes, et qui permettait à 3 personnes de travailler et de faire vivre 2 familles, soit 8 personnes, avec l'instauration des quotas laitiers qui ont privilégié les plus grosses exploitations lors de leur mise en place. Ne laissant aucune place à l'installation progressive, nous avons dû arrêter la production de lait au profit de céréales et d'un plan de développement du vignoble. Nous travaillions en entraide avec nos voisins dont la ferme était à 200 mètres. J'ai vécu les excédents dus au prix garanti sans plafonnement de quantité produite. À partir de la réforme de la PAC de 90, qui remplaçait le soutien au prix par des aides à l'hectare, la course aux hectares effrénée, les quotas supplémentaires pour les uns, les aides pour les autres. J'ai vu mes voisins s'agrandir, les tracteurs, épandeurs d'engrais, pulvérisateurs de plus en plus sophistiqués. C'est aussi à cette époque que je me suis engagée à Solidarité 24 pour soutenir des agriculteurs étranglés par les dettes, les charges d'exploitation trop lourdes. Leurs exploitations spécialisées étaient devenues plus fragiles et le moindre aléa dévastateur. Aujourd'hui, mon premier voisin agriculteur habite à 2 kilomètres. Ma ferme, devenue essentiellement viticole, a pu maintenir l'emploi par la vente directe et l'accueil en chambre d'hôte. C'est pourquoi je salue l'objectif de cette loi pour lier performance écologique et économique et que, forte de mon expérience, je rappellerai sans cesse que cela ne pourra se faire que par le maintien et l'installation de nombreux paysans. Le père de ces 2 lois d'orientation, Edgar Pisani, avait perçu les limites et les impasses dès les premières années des années 70. Et aujourd'hui, je souhaite rappeler son discours. L'agriculture, c'est bien plus que l'agriculture. Pourtant, les débats qui la concernent se limitent à des échanges entre des experts agricoles de l'administration, les cadres des organisations professionnelles agricoles, entre membres de commissions qui, dans les assemblées, sont composés d'agrariens. Comme si l'alimentation, l'environnement, l'espace rural ne nous concernaient pas tous. Nous sommes en 2013, soit un demi-siècle après ces 2 lois d'orientation. La compétitivité, la concurrence exacerbée ne peuvent plus constituer, vous me l'accorderez, le fil rouge d'un projet politique digne de ce nom. Pas plus d'ailleurs que le modèle et les cadres de pensée issus des 30 Glorieuses. Ils apparaissent comme totalement obsolètes, dépassés, assis sur un productivisme et un consumérisme basés sur le gaspillage des ressources naturelles, le creusement des inégalités entre les citoyens et les pays. Produire toujours plus, s'inscrire dans une compétition internationale, mais chaque paysan en concurrence avec son voisin, avec ses concitoyens, avec les autres paysans du monde et surtout contribue à l'aggravation de la faim dans le monde. Pour produire 1 calorie alimentaire, nous en consommons 12 en énergie. Nous épuisons notre terre. Nous sommes conduits aujourd'hui à nous interroger. Qu'est-ce que le progrès? Est-ce de continuer à consommer sans compter et en plus d'une dette financière, laisser à nos enfants notre dette écologique? Bien sûr que non. La terre que nous empruntons à nos enfants
nous montre chaque jour la nécessité de la mesure. L'heure est venue de relever collectivement le défi d'une transition réussie de la politique agricole pour répondre aux défis de ce siècle, assurer à la population une alimentation sûre et saine, favoriser la protection de l'environnement et des paysages, la lutte contre le changement climatique et enfin la création d'emplois paysans et salariés par une bonne rémunération. Le mouvement pour l'agroécologie est déjà en marche. Comme le prouve la référence constante à ce concept à la fois social, agronomique et écologique dans le projet de loi, ce sont avant tout des modes de production renouvelés, avec de nouvelles pratiques et techniques agronomiques, avec de nouveaux cadres de pensée, de nouveaux référentiels, des modèles qui relient agriculture, alimentation, territoire et paysage. Les moyens à déployer pour réorganiser une agriculture alimentaire et pour l'agroécologie, législatifs, humains, financiers, ne peuvent se résumer dans la création d'un groupement d'intérêts économiques et environnementaux. Cependant, de leur mise en œuvre sur le terrain, de la dynamique qui sera créée pour donner une réelle ambition, dépendra la portée de cette loi. Pour les agriculteurs pionniers en agroécologie, notamment au sein des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, comme pour ceux qui souhaitent entrer dans les démarches de progrès, les GI2E doivent être l'occasion de transmettre et de partager des savoir-faire. Une gouvernance plurielle et une plus grande transparence, notamment dans les SAFER, les chambres d'agriculture, le contrôle des structures, permettront de donner réellement priorité à l'installation plutôt qu'à l'agrandissement et de favoriser des projets durables. Il faut donner la parole et les moyens d'agir aux précurseurs de l'agroécologie et des expériences d'hier, imaginer les modèles de demain. Nous attendons des assurances sur l'évolution de cette gouvernance plurielle. Vous l'avez compris, la vision des écologistes vis-à-vis de la réforme des politiques agricoles, le projet de loi pour l'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, dépassant le cadre contraint de la politique agricole commune, doit porter une ambition nouvelle et citoyenne, celle de préserver notre capacité à produire une alimentation saine, sûre, pour tous et en tout lieu de la planète, en respectant et valorisant nos ressources naturelles. Nous venons de poser les conditions d'une vraie réforme. La révision des instances de gouvernance en place, la révision des objectifs de la politique vers une politique alimentaire. Je souhaiterais partager avec vous les 3 sujets qui, selon moi, permettront de structurer une réforme consistante. La relocalisation de la production et de la consommation, la meilleure régulation des terres agricoles et de leur répartition, et enfin la résilience de modèles agricoles au changement climatique. Pour garantir une cohésion territoriale, soutenir les dynamiques du terrain, les écologistes proposent, dans le cadre du projet de loi pour l'avenir de l'agriculture, de l'alimentation et la forêt, un contrat alimentaire territorial permettant aux collectivités qui le souhaitent d'organiser sur leur territoire des actions en faveur de leur politique alimentaire. Nous pensons que cet outil permettrait de multiplier les circuits courts et d'introduire davantage de produits biologiques et locaux dans les cantines, en structurant les filières et en fédérant les volontés. Cet outil donnerait de la force au volet alimentation de ce projet de loi, tant en métropole que dans les Outre-mer. En effet, pour garantir la pérennité d'une activité agricole sur leur territoire et recréer du lien entre agriculteurs et ruraux de tous horizons, de toutes générations, de toutes professions, les collectivités locales souhaitent s'impliquer et mobiliser les citoyens dans une démarche de production alimentaire pour une consommation locale. Ils sont souvent confrontés à des difficultés de montage juridique. Ce projet de loi devra ouvrir ce champ contractuel pour faciliter la mise en œuvre de ces projets de proximité. Le titre 2 de ce projet de loi concernant la protection des terres agricoles et renouvellement des générations ouvre un nouveau regard sur la gestion des terres agricoles et la politique d'installation, voire même du métier d'agriculteur. Les agriculteurs, les organismes de développement, les collectivités locales, les formateurs, les conseillers agricoles sont appelés à s'impliquer dans ces évolutions. La proposition du gouvernement faite en matière de politique d'installation des futurs agriculteurs et agricultrices présente de belles avancées, telles que l'installation progressive, l'accès aux aides aux plus de 40 ans et le contrat de génération
qui ici serait plutôt un contrat de transmission. Miser sur des nouveaux paysans et paysannes, c'est leur donner envie de ce métier et les accueillir. Il faut donc garantir à ces porteurs de projets un parcours facilité d'accès à des fermes de taille raisonnable, un financement adapté, une formation et un accompagnement rénové, une valorisation de leurs produits et un environnement de travail de qualité. La préservation des terres agricoles est un sujet dont l'importance fait l'unanimité. Toutefois, la question de l'accessibilité et de la répartition de ces terres reste entière. Lors du colloque que j'ai organisé le 19 décembre dernier à l'Assemblée sur les terres agricoles en présence de députés, nous avons reconnu les avancées obtenues sur l'artificialisation des sols suite au débat de la loi ALUR de Cécile Duflot. Mais nous avons aussi eu l'occasion de constater tout le chemin qui restait à parcourir. Monsieur le ministre, les outils proposés ne garantissent pas la lutte contre l'agrandissement excessif, ni suffisamment la diversité des projets. Il manque à ce texte un contrôle plus important par les SAFER, notamment sur le mouvement de parts sociales, mais aussi l'avis conforme des commissions départementales de consommation des espaces agricoles. Serait le bienvenu en cas d'artificialisation de terres agricoles, naturelles ou forestières. Permettez-nous d'exprimer ces quelques inquiétudes au lendemain de la publication au journal officiel d'un décret permettant de fait l'agrandissement des ateliers industriels d'élevage, alors que ces modèles de production sont un échec économique et environnemental. La concentration et la taille des ateliers d'élevage industriel, version 1000 vaches, 2000 porcs, 150 000 poules, sont la raison et la cause de l'utilisation massive des pesticides et des antibiotiques. Ces macro-élevages sont en opposition avec l'objectif d'agroécologie. Plus grave encore, ils déshumanisent le métier de paysan, faisant d'eux des ouvriers de l'agro-industrie au mépris de leur bien-être, de celui des animaux, la santé des êtres vivants et de la nature. Cette agriculture-là, conduite par les agrochimistes semenciers, ne peut garantir notre souveraineté alimentaire. Enfin, et non de moindre, nous vous proposons de faire évoluer le texte dans ses aspects énergétiques, écologiques, afin à la fois d'adapter l'agriculture au changement climatique, de lutter contre celui-ci, en rendant l'agriculture plus résiliente, notamment le recours à l'agriculture biologique, l'utilisation des semences paysannes, sujet sur lequel il faudra faire bouger de toute urgence les lignes, mais aussi l'usage de la forêt dans sa fonctionnalité, l'encadrement de la méthanisation et des énergies renouvelables, dont le bois énergie. En ce sens, ce texte manque d'orientation et d'objectifs clairs en matière de diminution de la consommation des intrants chimiques, des carburants, de l'eau, des antibiotiques, des produits pharmaceutiques, des phytosanitaires et de l'azote. Notre pays ne respecte toujours pas la directive européenne sur les nitrates de 1991. Ces enjeux sont fondamentaux et le projet de loi devrait davantage les prendre en compte. La loi que nous allons examiner arrive à un contexte de mutation, de défiance, d'angoisse quant à un avenir incertain. L'Union européenne, bâtie autour de ces objectifs qui devaient permettre une consolidation forte et assurer paix et prospérité, est devenue un espace marchand, monétaire. Son ambition d'unité culturelle s'est perdue dans un dédale réglementaire loin de ses finalités. La difficulté à réformer sa politique en fonction des enjeux alimentaires, sociaux et climatiques en est une preuve criante et risque de conduire à sa fin. Comme Pierre Rabhi, sage paysan que je salue pour son œuvre, le groupe écologiste considère que l'agriculture est la plus essentielle des activités économiques dans son objectif de permettre à chaque être vivant d'avoir accès à une alimentation quotidienne, sûre et saine. Je terminerai cette brève introduction en citant l'économiste Keynes. La difficulté n'est pas de défendre les idées nouvelles, elle reste d'échapper aux idées anciennes. L'agriculture est l'affaire de tous, Monsieur le ministre. Mes chers collègues, notre responsabilité aujourd'hui est bien de donner concrètement des outils nécessaires à une agriculture performante, écologiquement, socialement, économiquement, pour une large adhésion de la société.